Bonjour à toutes et tous. J'espère que vous allez bien. Alors, je vois que vous n'avez pas accès au micro, caméra, donc je change ça tout de Ah, suite. Ce sera mieux pour tout le monde. Donc, je me présente, Hugo Lakomski. Donc, je travaille au sein du domaine de l'accompagnement industriel et écosystème innovant de l'ANS. Et aujourd'hui, donc, je suis accompagné donc de Céline Descamps de l'ADNS et Frédéric Claudine de l'ANS qui se présenteront juste après. Donc, pour information, cette session sera enregistrée et réalisée dans le cadre de l'offre innovation qui est proposée par mon équipe au sein de l'ANS. Donc, voilà, c'est une session qui sera enregistrée. N'hésitez pas à poser vos questions auprès de nos experts. Et puis, à la toute fin, je vous demanderai aussi de rester un peu plus longtemps pour répondre à des questions de satisfaction. Un lien vous sera communiqué. Et puis, il y aura sinon un petit QR code que vous pourrez scanner pour y accéder. Mais assez parlé de moi, je laisse la parole aux experts. Donc, écoute peut-être Céline en premier. Allez, on est allez, parti. Céline en premier. Bonjour à tous. Je suis Céline Descamps, directrice de projet au sein de la DNS sur le sujet de l'INS. J'ai participé à la rédaction de l'ensemble du corpus documentaire de l'INS depuis son lancement. On est dans l'attente d'une dernière version là qu'on a pu revoir, pour laquelle on est parti principalement puisque j'ai eu la chance de pouvoir participer aux visites de référencement vague 1. Et en fait, assez rapidement, on s'est rendu compte que l'ensemble des éditeurs se plantaient un petit peu sur les mêmes choses. Donc, plutôt que de partir du postulat que c'était les industriels qui ne comprenaient pas ce qu'on avait voulu dire, on a fini par admettre qu'on n'avait pas été très, très clair. Donc, on s'est beaucoup inspiré de ces échanges pour la nouvelle version du guide d'implémentation, en espérant avoir été plus clair, en tout cas sur nos intentions. Donc voilà, je suis ravie d'être face à vous, même si vous n'avez pas beaucoup allumé vos caméras, sauf Amine. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Et juste pour terminer, laisser la parole après à Frédéric. On est en train de réfléchir à des modalités d'accompagnement pour la vague 2. Euh, donc là, on a un premier webinaire vraiment on va dire, de mise en bouche. Et du coup, on réfléchit soit à vous proposer peut-être des ateliers ou des Ask Me Anything pour lesquels vous pourriez participer et poser vos questions. Mais l'objectif est de moins vous laisser en difficulté par rapport à l'INS, en tout cas pour ce qui me concerne, euh, par rapport aux difficultés que vous avez pu avoir en vague 1, et essayer de vous aider à accéder à un référencement si vous candidatez pour la vague 2 de manière plus confortable. Voilà, j'en dis pas plus. Je laisse la parole à Frédéric. Très rapidement, avant d'entrer dans le vif du sujet et de la présentation. Donc, moi, je suis Frédéric Dune, responsable de projet à l'ANS. Et donc, je repris alors je vais dire depuis peu, en fait, ça fait déjà quelques mois, donc le référentiel INS. Donc, et pour mettre en contexte, donc ce webinaire donc, fait suite à un webinaire donc beaucoup plus général que je vous invite à voir en replay bon, pour ceux qui le souhaitent. Donc un webinaire qui est un peu plus général et qui présente les concepts principaux de l'INS. Donc qui a eu lieu il y a presque un an ou un peu plus d'un an à peine. Enfin, Ouais, c'était c'est fin de ça. l'année dernière. Voilà, donc on retrouvera le lien, on vous remettra le lien vers le replay de ce webinaire, donc qui vous remettra peut-être en tête les concepts de base en fait qui sont nécessaires pour notamment pour la bonne compréhension des évolutions qu'on va vous présenter aujourd'hui. Oui, parce qu'on est parti du postulat que vous saviez ce qu'était l'INS et que on allait rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Donc, n'hésitez pas. Hugo, c'est toi qui projettes? Alors, non, non, Ou alors tu veux que normalement, je c'est de votre projette? côté. Ouais, je veux bien vous projeter, comme ça Ah bah vous avez attends, je la vais main directement projeter. sur ce que vous voulez dire. Ouais, Pas de ok. souci, Je ne l'avais pas en tête. pas Je de souci.
Mais du coup, ça veut dire que je verrai aucune question. Tous les cas, on te les communiquera si on les Ok. voit, il n'y a pas de souci. Et puis, pour information, le support vous sera également partagé donc à la suite du webinaire. Donc, pas de souci là-dessus. Alors, dites-moi comment vous... Est-ce que vous voyez en grand écran ou Ouais, pas? très bien, Super. on voit tout très bien. Ok. Alors, j'avais effectivement invité le GIE à participer, puisque c'est aussi beaucoup votre interlocuteur, et ils n'étaient pas disponibles. Mais ils m'ont transmis un certain nombre de diapositives pour lesquelles je vais essayer d'être fidèle sur des messages importants qu'ils avaient envie de vous faire passer. Et le principal, en tout cas, c'est l'identification des utilisateurs. En fait, l'identification de vos clients peuvent être effectivement, par exemple, faites à partir du finesse géographique pour les établissements, qui se trouve être différent du numéro de facturation. Alors, vous devez en fait gérer ces deux finesses séparément. Et l'important, c'est que là, avec la fin de la vague 1, en fait, on a été confronté à différentes difficultés du fait du mauvais renseignement de ces différents numéros ou identifiants. Et on a des structures pour lesquelles on a rencontré une problématique dans l'allocation des financements dans le contexte du Ségur, parce que l'identifiant n'était pas correctement renseigné et du coup, on ne retrouvait pas les structures dans les indicateurs de remontée du GIE. Ce qui posait problème puisque, effectivement, un des objectifs, cibles était, d'appeler le téléservice, en routine et on n'avait aucune possibilité de le voir. Donc ça a été un petit peu compliqué. Il y a eu des prises de contact, auprès, des industriels un peu en urgence. Donc voilà, c'est une vigilance qu'on voulait avoir, auprès de vous. Et puis l'autre impact, c'est que, dans chacune, des régions, il y a des, référents régionaux, qui accompagnent au déploiement de l'INS les établissements, bah, pour les aider, dans les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, que ce soit technique ou opérationnel. Et à partir du moment où, la structure n'apparaît pas, dans les indicateurs du GIE Sésame Vital, en fait, bah, on a, plus de difficultés à identifier les structures, qui peuvent être en difficulté. Donc il y a un véritable enjeu, sur, la qualité de cette identification. Donc, comment bien valoriser? Donc là, vous avez effectivement les finesses erronées avec, l'utilisation du finesse juridique au lieu, du géographique. L'utilisation du finesse numérique pour les établissements corses. En fait, vous savez que la Corse est, 2A, 2B et en fait, on a eu des difficultés avec certains éditeurs qui n'étaient pas en capacité de gérer, bah, l'alpha dans l'alpha numérique et ça a posé des problèmes, encore une fois, pour attribution des financements. Et l'utilisation d'un mauvais numéro, donc là, typiquement, c'est pour davantage les professions libérales, donc les PS remplaçants ou les SIRET, à la place du finesse géographique. Donc le numéro de version du logiciel qui était erroné aussi. Donc il est vraiment nécessaire d'utiliser un numéro de version différent de celui déclaré. Et il ne faut pas, pardon, utiliser un numéro différent de celui qui a été déclaré auprès du CNDA antérieur à la demande, d'autorisation. Donc là, vous avez, alors là, je suppose que c'est quelque chose que vous maîtrisez certainement mieux que moi. Alors là, ça doit être une extraction du guide d'intégration de l'INS qui précise bien, l'identification qui est nécessaire pour la remontée, des indicateurs, auprès du GIE Sésame Vital pour les appels au téléservice. Et ça, c'était effectivement un petit rappel, en termes, de propositions d'accompagnement. Donc là, vous avez effectivement, le lien, sur, Genius et les coordonnées téléphoniques et mail du GIE Sésame Vital, mais que vous devez très certainement connaître. Je vais passer la parole
À Frédéric. Merci. Merci. Donc, je vais reprendre la parole pour parler donc des évolutions du référentiel INS. Donc, dans le référentiel INS, vous avez un corpus documentaire qui contient plusieurs documents. Donc, sur le référentiel INS lui-même, donc, vous aurez deux modifications majeures, hein, fonctionnelles. La première qui est une introduction de l'appli Cardital, pardon, qui va être utilisée donc comme moyen qui permettra à la fois de récupérer l'INS de la personne et en plus de récupérer cet INS déjà qualifié. Voilà, donc c'est une modification donc de ce que vous connaissez déjà, où on a l'étape, on a deux opérations qui sont nécessaires pour arriver à qualifier l'identité, qui sont la récupération et la validation. Et là, donc l'appli Carte Vitale permet d'obtenir en fait une INS qui est directement qualifiée. Donc j'y reviendrai un peu plus tard sur les impacts. On a une slide qui est spécifique à l'appli Carte Vitale et à son impact. Une autre modification donc importante du référentiel donc, est l'ajout d'autres traits d'identité dans les données qui sont utilisées lors d'échanges et de partage de données de santé. Donc, on ajoute aux traits d'identité qui étaient déjà présents donc, la liste des prénoms et le lieu de naissance. Donc, et c'est très important puisque ce sont des données qui permettront donc d'alimenter le DMP sans risque de rejet. En fait, si je puis me permettre, on s'est rendu compte qu'il y avait une incohérence entre ce qui vous était demandé dans le guide d'implémentation, dans lequel il était déjà précisé dans la version 2, la nécessité dans les transmissions d'avoir la liste des prénoms et le lieu de naissance sous sa forme de coge, et le référentiel INS qui, lui, rendait facultatif la liste des prénoms et le lieu de naissance. Donc, on a tout réaligné. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que dans les messages, souvent, c'était des traits d'identité qui n'étaient pas présents. Or, ils font partie intégrante des traits INS, donc ils sont absolument indispensables. Il y aura une communication qui sera faite par rapport à l'alimentation du DMP, puisque ce n'était pas exigé jusqu'à maintenant. Et avec l'arrivée de ce nouveau référentiel INS, c'est quelque chose qu'il va falloir corriger, entre guillemets. Sur la deuxième partie, on va parler un peu plus spécifiquement des évolutions donc, qui vous concernent un peu plus, hein, qui sont dans le guide d'implémentation de l'INS. Donc, alors, très rapidement, on va passer rapidement sur les modifications de forme. Donc, pour faciliter la lecture, l'ancien système qui consistait à avoir des règles associées à des niveaux de criticité des étoiles, voilà, est remplacé par un système beaucoup plus simple de lecture qui est donc une catégorisation en deux catégories qui sont des exigences et des recommandations. Donc, bien évidemment, les exigences sont obligatoires, pas forcément pas les recommandations, et avec une catégorisation donc, dans les cinq sous-catégories que vous voyez là, des exigences du guide d'implémentation sur l'identité, la diffusion, la récupération, la vérification et pour les exigences qui serviront plutôt au pilotage. Et à ces modifications de forme ont été ajoutés deux tableaux de correspondance. Un premier tableau de correspondance qui permet de faire le lien entre le RNIV et le référentiel INS. C'est ça notamment qui permet de relever plus facilement les incohérences que vous a citées Céline précédemment. Et un tableau aussi qui vous permet de faire la traçabilité entre les anciennes règles du guide précédent et les nouvelles exigences et recommandations du guide en version 3. Alors, une première modification donc, qui va avoir un certain impact dans vos logiciels, donc, est l'intégration du code dans votre logiciel. Alors peut-être avant de dire ce qu'il faut faire, c'est de dire plutôt l'intention. L'intention, c'est de permettre aux utilisateurs donc, de saisir la commune de naissance, le lieu de naissance, hein, que ce soit la commune, le pays de la personne hein, qui doit être prise en charge, et de lui afficher en fait le coge qui correspond donc au coge que ce lieu de naissance avait au moment de la naissance de la personne. Puisque donc, vous verrez dans l'exemple qui est juste en dessous, donc, si on prend par exemple la commune de Suresnes, avant 1960, donc son code commune était 75 073.
Après, ça a été modifié et donc pour les personnes nées après 1960, le nouveau code commune est 92-73. Donc il est important donc pour les personnes qui sont nées avant 1960, si on tape sur elle, de retrouver 75 073 et pas 92 073. Donc voilà, donc il faut pouvoir donc aider les utilisateurs de ces systèmes de recherche d'antériorité, notamment dans les référentiels d'identité, de retrouver le coche qui correspond à celui de la date de naissance de l'usager. Donc pour cela, il faut intégrer les fichiers coche de l'INSEE. Néanmoins, permettre aussi une certaine souplesse, une certaine liberté à l'utilisateur, donc notamment dans la gestion de l'acceptation des codes qui pourraient provenir des téléservices INS et qui pourraient être différents de ceux qui ont été intégrés dans le logiciel de l'éditeur. Et aussi, alors là peut-être que c'est Céline qui va pouvoir mieux expliquer pourquoi il ne faut pas donc pré-remplir voilà, le code inconnu quand le code associé est le 99 999. Là, j'avoue, j'ai moins suivi Ouais, en cette partie fait, de phase. on a constaté à l'occasion des visites de référencement que certains éditeurs avaient pris la liberté, au moment de la création d'une nouvelle fiche patient, de pré-remplir de fait le coche par 99 999. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on a créé ce code fictif pour ne pas bloquer la création d'une identité, puisque le coche, enfin le lieu de naissance en tout cas, doit être renseigné. Donc, ce code fictif, il doit être utilisé quand le professionnel n'a pas accès à l'information. Donc, lorsqu'il a un usager en face de lui, typiquement, il est en capacité de lui demander son lieu de naissance. Donc, la règle ne doit pas être de renseigner ce code fictif, donc de le pré-remplir par défaut, ça on l'interdit. Par contre, quand le professionnel n'a pas cette information, typiquement une création d'identité par téléphone ou à partir d'un courrier sur lequel il n'y a pas la donnée, là effectivement on doit le permettre. Le permettre, mais pas le renseigner de manière obligatoire. Parce que ça a un impact typiquement sur l'appel au téléservice. Donc, quand on renseigne le coche 99 999 et qu'on appelle en deuxième intention le téléservice avec ce coche, ça n'a aucun intérêt. Donc, on rend possible pour ne pas bloquer la création de l'identité, mais il ne doit pas être pré-rempli par défaut. Une deuxième modification donc, à apporter au guide d'implémentation donc, est donc une aide pour l'expérience UX des utilisateurs du système et notamment afficher donc, des infobulles qui permettent de réexpliquer très rapidement aux utilisateurs en fait quel est l'état de l'INS et quelque part quelle est l'étape qui manque pour arriver donc à une INS qualifiée. Donc là, vous verrez Frédéric, le je display te ici. coupe rapidement. Je crois qu'il y a deux questions, enfin, il y a deux personnes pour lever la main. Je ne dis pas de bêtises. Franck Ah, Villeman, peut-être en premier. Oh, oui, oui, merci. Oui, j'aimerais revenir sur ce que vous disiez, Madame Descamps, pour que vous puissiez réexpliquer effectivement le fait de ne pas pré-remplir par défaut. Effectivement, c'était un sujet qu'il y avait eu au début, où effectivement on avait cette autorisation de le pré-remplir. Parce que dans le processus, j'explique concrètement comment font les clients aujourd'hui qui effectivement ne demandent pas cette information. Ils récupèrent en fait ce lieu de naissance par le téléservice en fait. Mm. Donc, selon vous, quel est l'intérêt pour quelqu'un qui est aux admissions de demander le lieu de naissance au patient? Eh ben, c'est typiquement ce que je vous disais. En première intention, quand on appelle par trait, alors là, je prends les établissements parce qu'on sait que majoritairement, les établissements n'appellent pas par carte vitale, mais appellent par trait. Ouais. Et du coup, si effectivement ils font un appel avec les 4 traits obligatoires, donc nom de naissance, premier prénom de naissance, date de naissance et sexe, et que là le Mhm. téléservice ne trouve pas d'identité, la consigne c'est effectivement que le deuxième appel il soit fait avec le COJ. Si le COJ il est 99 999, ils trouveront pas. Ah oui, mais parce que, oui, d'accord, je comprends. Et nous, on fait l'appel, mais quand il y a 99, on ne le passe pas. En fait, c'est un code lieu qui est jamais passé en paramètres. Du coup, C'est ça, en fait. d'où l'intérêt de ne pas le pré-remplir
pour inciter. Mais là, il n'y a pas que le travail côté industriel. Ouais. Industriel, pardon. Il y a un Ouais. travail à faire en termes d'accompagnement des professionnels aux bonnes pratiques d'identité-vigilance. Ok, Donc, donc c'est en fait, non mais c'est important, c'est ça que bien j'essaie de sûr. comprendre, Mhm. c'est que l'appel par trait se fait, on ne trouve pas, et donc on incite l'utilisateur en fait à demander le lieu de naissance au patient pour trouver quelque chose. En fait, c'est ça, C'est c'est que vous ça. dites Ouais. en deuxième intention, si on n'a pas de lieu de naissance, sachant que le 999 on ne le passe pas, on revient à la situation initiale et on trouve toujours rien. Donc là, Toujours c'est rien. d'inciter l'admissionniste à avoir une interaction verbale pour C'est obtenir ça. peut-être une précision. D'accord, ok, j'avais pas Ouais. compris. Ok, super, merci. Deuxième question, je crois, de Amine. Oui, j'ai juste une question rapide. Alors, avec parce qu'on recommandait justement aux auditeurs durant la première vague d'appeler avec un COJ, ou ce qu'on appelle un code d'initial à l'époque inconnu. Avec le nouveau fonctionnement, est-ce qu'on peut enregistrer une fiche patient en l'absence d'un COJ s'il est inconnu? On saisit toujours Il le faut toujours le 990. saisir, en fait. Il faut toujours le saisir. Alors, on a imaginé plein de choses, mais après, ça va dépendre des éditeurs. Ils peuvent très bien avoir une coche inconnue et que là, l'utilisateur clique dessus, que ça génère le coche fictif. Mais encore une fois, l'objectif, c'est vraiment d'inciter les professionnels à renseigner toutes les informations auxquelles ils sont, qui sont mises à leur disposition. Donc, en l'occurrence, quand l'usager est en face, c'est quand même dommage de mettre un coche fictif parce que de toute manière, ça ne va pas les aider pour retrouver l'identité si elle ne remonte pas en première intention. Donc, l'idée, c'est vraiment ça derrière, vraiment les pousser, les obliger à avoir l'habitude de poser la question. Et puis, la plupart du temps, quand ils ont accès aux documents d'identité, en fait, il y a le lieu de naissance, il y a le libellé de la Ouais. ville. Donc, c'est vraiment un changement de pratique et qui n'était pas induit par le fait que ce coche fictif était pré-rempli de fait et qui leur fait perdre du temps s'ils n'arrivent pas à trouver l'identité en première intention. Donc, autant bien faire le boulot dès le début, demander le lieu de naissance et qu'il soit transformé en COJ et d'avoir un meilleur résultat, des plus grandes chances de trouver l'identité auprès du téléservice. Ok. Donc, dans ce cas-là, on garde les 5 traits obligatoires Ils sont comme toujours c'était. 5 traits obligatoires. Ok, ça marche. Et il faut juste une remarque aussi parce qu'on Dis-moi. on est en train aussi de faire des visites de conformité maintenant pour la vague Ouais. 2. Et je ne sais pas comment on peut communiquer aux éditeurs la liste officielle des codes officiels géographiques parce Alors, qu'ils ont toujours des ouais, problèmes par alors rapport à ça. dans la nouvelle version qu'on attend impatiemment, en fait, on attend juste le retour de la CNIL. On a mis le lien vers les bases de l'INSEE. Et nous, on a travaillé de notre côté avec l'INSEE pour justement mettre un maximum de choses. Donc, on a les codes communes, les codes pays, avec leurs historiques communes et pays. Ok, Et il ça y a serait super. même les codes, je ne sais plus comment ils s'appellent, quand deux personnes ont le même matricule d'extension. INS. Là, merci. On a même cette liste-là sur la même page sur le site de l'INSEE. Donc, ce sera Ok, mis à disposition des éditeurs. ça marche, parfait. Merci beaucoup. Merci. Et tu viens de répondre à une question qui a été posée par écrit dans le chat. Tant mieux. Donc j'avais, oui, bah, je pense que j'avais fini aussi de commenter cette infobulle bon, qui Ouais. permet de faciliter donc la lecture des admissionnistes. Je ne sais pas si vous avez des questions sur ce point. Je ne On vois passe, pas, donc je passe. ouais, on passe au sujet d'après bah, qui complète la discussion qu'on vient d'avoir sur les COJ, puisqu'il s'agit de voir comment les modifications qui sont sur l'appel au téléservice. Donc il y a une première modification qui consiste donc à modifier en fait l'ordre qui était proposé jusque-là pour la récupération des traits de l'INS, qui était auparavant par l'intermédiaire de la carte vitale et appel au téléservice, ou par saisie des traits d'identité avant de faire la recherche par le téléservice.
Donc maintenant, avec l'arrivée de l'appli Carte Vitale, donc bien évidemment, l'appli Carte Vitale offrant en plus une identité déjà qualifiée, donc l'ordre de priorité est d'abord l'appli Carte Vitale et ensuite les moyens qui sont déjà implémentés aujourd'hui dans les logiciels. Et donc pour rappel, donc, pour l'appel au téléservice, donc il y a les traits d'identité qui sont listés ici et en première intention, donc ne pas faire usage du COJ. Et lorsqu'on fait usage du COJ, c'est de permettre à l'utilisateur donc de pouvoir modifier certains traits utilisés pour l'interrogation. Et donc, voilà, je pense qu'avec les exemples de la discussion sur le COJ de tout à l'heure, on comprend aisément pourquoi il faut permettre à l'utilisateur de éventuellement supprimer le COJ avant d'envoyer la requête au téléservice INS. En fait, l'idée dans ce dernier point, c'est que on a souvent remarqué que donc il y avait l'identité qui était créée et ensuite le téléservice était appelé. Et en fait, s'il y avait une modification sur le prénom ou, ou autre chose, ou le COJ, un COJ différent, en fait, les professionnels étaient obligés de retourner dans la fiche du patient, de modifier les traits d'identité, d'enregistrer et ensuite d'appeler. Et en fait, on voudrait juste simplifier cette étape, qu'il ne soit pas obligé de revenir sur la fiche patient, de l'enregistrer pour pouvoir générer un appel avec une modification des traits. C'était effectivement l'objectif. Sur le premier encart, il n'y a pas de contrainte technique. En fait, c'était juste de rappeler qu'effectivement, aujourd'hui, ce qu'il faut privilégier, c'est de récupérer l'INS, comme on va le voir juste après, à partir de l'appli Carte Vitale, et ensuite de privilégier la carte vitale et les traits d'identité, parce qu'on sait qu'en appelant avec la carte vitale, on a beaucoup plus de chances de trouver l'INS en première intention que par appel par trait. Donc, il n'y a pas de contrainte technique. Là, c'est vraiment une exigence qu'on a ajoutée un petit peu pour enfoncer le clou, parce qu'on s'est rendu compte que il y avait un certain nombre d'éditeurs qui n'avaient pas déployé la version avec l'appel par carte vitale. Et que du coup, le professionnel n'avait pas le choix et était obligé de faire que appel par trait. Donc, c'est pour rappeler cette nécessité de permettre l'appel par carte vitale. Une question peut-être de M. Villemain. Oui, merci. Oui, justement, je voulais rebondir sur ce que vous veniez de dire. J'avais une question qui était fréquemment posée par nos clients, justement, pourquoi il fallait privilégier en fait l'appel par carte vitale, sachant qu'on sait que ces données sont parfois différentes aussi du justificatif au degré de confiance et même du support INS. La motivation, elle est parce qu'on considère qu'il n'y a pas de saisie manuelle et donc c'est Non, plus je vais vous dire. Ah, Je ok, vais vous veux bien. dire, Ouais. c'est que l'appel au téléservice par la carte vitale, Ouais. alors déjà, elle ne se base pas sur les données qui sont sur la carte, mais à l'intérieur de la carte. Sur la carte, on sait qu'il y a des erreurs. Alors de moins en moins, puisque maintenant, il y a quand même un niveau d'exigence pour les nouvelles cartes vitales, mais c'est vraiment sur les données qui sont portées par la carte vitale. Et en fait, il y a un appel qui est fait avec le nom de naissance, la date de naissance, le rang de naissance et l'élément essentiel, le NIR personnel. Ah oui, ok. Oui, c'est ça. Et alors ça, du coup, forcément, c'est Ça change imparable. tout. Et Ouais. oui, ça change tout. Ça change Ouais. tout. Et on a, je vais dire, je vais peut-être être un peu excessive, mais on a quasiment 99% de chances de trouver l'INS par ce moyen-là. Donc c'est pour ça que nous, on dit privilégier. La problématique dans principalement les établissements de santé, c'est qu'ils ont accès à DRI, CDRI pour les droits sociaux. Et du coup, ils n'appellent pas par la carte vitale. Mais il faudrait qu'ils appellent par carte vitale pour cette raison-là. Et vous disiez dans la pratique, c'était beaucoup un appel par trait qui était fait, c'est ça? Ouais, majoritairement. En Et fait, donc, dans le monde libéral, c'est plutôt par carte vitale. oui. À l'hôpital, c'est beaucoup plus par trait.
Oui, parce que dans le libéral, sans carte vitale, on ne facture pas, quoi. C'est ça, Voilà, c'est ça la grande c'est différence. Ok, exactement ça. Mais oui, oui, oui. ok, merci pour ce retour. Sur l'appli carte vitale, donc pour intégrer l'appli carte vitale, donc vous avez le cahier des charges Sésame Vital. Donc il faut donc être agréé selon ce cahier des charges Addendum 8. Et élément important donc, que je vous ai donc, déjà divulgué dès le début, c'est que les identités qui sont portées dans cette appli carte vitale sont directement au statut donc identité qualifiée. Donc que ce soit de l'utilisateur de la carte vitale, donc la personne à qui appartient cette appli carte vitale, aussi bien pour cette personne que pour les éventuels ayants droit qui sont aussi présentes dans cette appli carte vitale. Alors néanmoins, il faut quand même que dans les logiciels, vous permettiez à vos utilisateurs qui ont des contraintes, des exigences plus fortes, hein, notamment pour une prise en charge à haut risque du patient, de considérer que les données qui proviennent de l'appli carte vitale ne sont qu'au statut donc récupérées et de mettre en place après une procédure de validation à leur niveau. Donc, par défaut, voilà, ce qui est proposé, c'est de considérer que ces identités sont qualifiées, mais quand même de donner la possibilité à vos clients plus exigeants, donc de paramétrer en fait le logiciel pour que ces identités ne soient qu'au statut récupéré voilà, pour leur cas particulier. Alors que je vous explique un petit peu pourquoi cette précision de possibilité de paramétrage. Lorsqu'une personne veut installer l'appli carte vitale sur son smartphone, il y a ce qu'on appelle une étape d'enrôlement. Cette étape d'enrôlement, en fait, d'une part, il y a l'équivalent d'un appel au téléservice pour récupérer ses traits d'identité. Et d'autre part, la personne doit montrer son document d'identité. Et il y a un contrôle de cohérence entre les traits, on va dire, de l'INS et les traits du document d'identité. Donc exactement comme quand une personne se présente auprès d'un professionnel de santé. Et si tout match, l'application, elle est installée sur le smartphone. Donc là, on considère qu'effectivement, un utilisateur qui va présenter son appli carte vitale, on pourra considérer son identité comme qualifiée, parce que ça correspond exactement à ça. La problématique à laquelle on fait face, c'est que dès que l'application est installée, si l'ouvrant droit a des ayants droit qui lui sont associés à son numéro de facturation, ils sont automatiquement présents dans l'appli carte vitale. Sauf que le même niveau de vérification n'est pas réalisé pour les ayants droit. Donc forcément, ça apporte un petit peu de flottement. Donc, nous, d'un point de vue pouvoir public, on considère que le principal risque, c'est une mauvaise attribution d'une INS. Or là, on ne peut pas avoir de mauvaise attribution de l'INS parce qu'il y a des contrôles qui sont faits en amont de rattachement de l'ayant droit à l'ouvrant droit. Donc, on ne peut pas se tromper d'identité. Mais par contre, le risque, c'est que l'identité, elle soit de moins bonne qualité que sur un document officiel d'identité. Donc, pour des activités typiquement des établissements sanitaires, on ne pouvait pas leur imposer que toutes les identités soient considérées comme qualifiées et du coup d'induire ce paramétrage. Mais juste, je précise, ce n'est pas un paramétrage au cas par cas. C'est une fois pour toutes, il y a un paramétrage. Moi, établissement, je considère que toutes les identités récupérées de l'appli carte vitale sont qualifiées ou je considère que les identités des ayants droit sont au statut récupéré. Voilà, voilà pourquoi il y a cette petite nuance. Est-ce qu'il y a des questions? Comme je ne vous vois pas. Alors, on a une question, donc on y a répondu sur le statut de l'identité de l'enfant présent dans la carte, dans l'appli. On a une question sur, ah oui, est-ce qu'il faut rajouter un justificatif de type appli carte vitale?
Alors, on s'est beaucoup posé la question. Et en fait, comme vous la récupérez directement, il n'y a pas besoin de comme vous récupérez l'INS vraiment qualifié, vous n'avez pas besoin d'avoir quelque chose qui justifie, qui apporte le statut validé en fait. Elle arrive comme ça, vous la conservez, vous la récupérez comme ça. Bonjour, c'est Caroline Godin de CGIM Santé. Du coup, je vais compléter ma question là, sur ce Oui, justificatif. Mais du coup, ça va à l'encontre du mécanisme qu'on a mis en place actuellement, puisqu'aujourd'hui, il faut soit un justificatif, soit cocher la case soit j'atteste. cocher la case. Alors Comment après, on s'en sort? alors, on a discuté avec des éditeurs et tout à l'heure, je vais vous parler du contrat de confiance. Et le contrat de confiance nécessite une coche supplémentaire au même titre que les documents qui permettent de valider, qui s'appellent tiers de confiance. Et en On fait, a eux, fait ils nous ont c'est dit des que nouvelles spécifications. voilà. D'accord. Donc, pour éviter effectivement d'avoir des devs spécifiques à l'appli carte vitale et qui ne vous permettent pas finalement d'avoir accès au statut validé plus la présence du matricule et de l'OID, vous avez cette possibilité d'avoir coche du tiers de confiance. D'accord. Ok. Bon, bah, on va attendre les spécifications alors. Merci. On a une autre question qui est comment le système doit se comporter si l'INS qualifié issu de l'appli carte vitale diffère de celui qui est présent dans une base déjà qualifiée. Alors, s'il y a une différence, ça veut dire qu'il y a une modification des traits d'identité. L'appli carte vitale, alors je ne suis pas la plus grande spécialiste, hein, mais il me semble qu'il y a une mise à jour très régulière des traits d'identification pour être sûr qu'au moment où l'utilisateur va s'en servir, vous avez les traits les plus récents. Donc, j'aurais tendance à vous dire de faire davantage confiance dans l'appli carte vitale plus que dans l'identité locale. Après, il y a toujours la possibilité de faire un nouvel appel de vérification, mais il y a de fortes probabilités pour que ça revienne KO, donc que l'utilisateur refasse un appel de récupération et les traits les plus actualisés. Mais l'appli carte vitale est plus fiable sur la qualité des traits d'identité. Il y a une question complémentaire sur le justificatif de type appli carte vitale. Il est demandé si ce n'est pas interdit d'avoir ce type de justificatif. Je ne suis pas sûre de comprendre. En fait, vous voudriez ajouter dans les dispositifs qui vous permettent de valider l'identité appli carte vitale. Si Oui, c'est tout la à fait. question, eh ben alors oui. Si cela ne pose pas, voilà, c'est pas quelque chose qui est obligatoire, mais en tout cas, c'est pas interdit. C'est C'est pas ce qui permet interdit, justement de faire le paramétrage tout à fait. qualifié ou récupéré. Ouais. Par contre, le truc, c'est qu'il faut veiller à ce que cette coche, elle ne puisse pas être. En fait, il faudrait qu'elle puisse être cochée à réception du flux et que l'utilisateur puisse pas cocher lui-même. Parce que s'il peut cocher lui-même, vous doutez de ce que je vais vous dire, le risque, c'est qu'il le coche et que ce soit pas du tout une appli carte vitale. Je sais pas Oui, si j'ai bien été sûr. très claire. Si? Si, tout à fait. Ok. Merci. Je vous en prie. On a une question Alors, oui, alors je reviens en arrière. Dites-moi. de Caroline Godin. Vous pouvez ouvrir Votre votre micro est micro. coupé. Excusez-moi, c'est une erreur, j'ai oublié de baisser la main suite à ma question sur le justificatif. Ah, ouais. On vous excuse. Ok, on va poursuivre avec une diapositive qui va nécessiter une très grande attention. En fait, on a voulu mettre en place des mécanismes. Donc, on va partir plutôt vers le haut avec l'appel par carte vitale. Si effectivement le téléservice vous renvoie 00, j'ai trouvé une identité et qu'il y a une correspondance parfaite, alors
on a introduit un nouveau critère de comparaison, mais qui nous paraît essentiel, c'est le numéro de sécurité sociale. Si effectivement les traits d'identité correspondent et que le matricule est égal au NIR, en fait, il y a une récupération automatique qui doit pouvoir se faire sans intervention de l'utilisateur et la proposition d'une qualification en un clic. L'objectif, c'est de ne pas avoir du coup cet écran de comparaison alors que tout coïncide, d'accepter la récupération et ensuite d'avoir une autre interface pour valider. C'est pour faciliter ça. Si l'INS est retrouvé, mais que vous avez une correspondance partielle, typiquement, je vais reprendre le cas classique du COJ. Alors là, il doit y avoir effectivement automatiquement un écran de comparaison qui met en évidence les différences, mais je pense que dans la plupart des cas, c'est quelque chose qui est déjà fait. Et à partir de cet écran, permettre à l'utilisateur la qualification, encore une fois, en un clic, sans avoir forcément à sortir de la fenêtre, d'avoir avec juste une action la récupération et la validation de l'identité. Pour la seconde partie, donc l'appel par trait, donc évidemment en première intention sans le COJ. Donc si le téléservice renvoie effectivement aucune identité, en fait, ce qu'on attend, c'est qu'il y ait un message un peu pédagogique. Donc en cas de retour 0,1, de bien préciser que c'est aucune identité trouvée, mais de la même manière pour le 0,2 avec plusieurs identités trouvées. Et en fait, d'afficher pour plusieurs identités trouvées la possibilité soit d'affiner la recherche en rajoutant le COJ, vu qu'il n'était pas en première intention, ou d'utiliser l'appli carte vitale. C'est vraiment le côté... on s'est rendu compte qu'en fait, les utilisateurs ne comprenaient pas tout à fait ce qui se passait quand ils n'avaient pas de retour du téléservice. Donc, c'est de leur apporter ces messages d'information pour qu'ils comprennent ce qu'ils doivent faire pour, in fine, réussir à trouver l'identité. Et évidemment, donc, plusieurs identités trouvées, de faire un appel automatique en deuxième intention en intégrant le COJ. Est-ce que vous avez des questions sur cette diapo qui est un peu rude, sachant que ce schéma, on l'a rajouté dans le DSR. Dans les DSR à venir, le schéma est présent pour vous accompagner. Je poursuis. Alors, il y a une question en fait, mais qui revient sur le sujet précédent. Oui, sur l'utilisation de l'appli carte vitale. Oui. Donc une autre question qui est, donc si l'INS provient de l'appli carte vitale, doit-on autoriser le PS à mettre l'attribut identité fictive ou identité douteuse dans le dossier administratif? Ah non, comme jusqu'à maintenant, en fait, on ne peut pas associer une INS avec un attribut douteux ou fictif. L'attribut douteux et fictif ne peut être associé que à un statut provisoire. Donc, si vous intégrez l'INS à partir de l'appli carte vitale et que le professionnel a un doute sur la véracité de l'identité et qu'il coche l'attribut douteux, automatiquement, comme c'était déjà le cas, le statut de l'identité doit repasser à provisoire et il doit y avoir une suppression ou une invalidation du matricule INS et de son OID. Donc ça ne change rien du tout. Mais c'est un mécanisme non, enfin, je ne sais pas si c'est un mécanisme à reproduire, mais la règle, elle reste la même. Je ne sais pas si j'ai été assez claire, si j'ai répondu à la question. Oui, c'est parfait. Non, mais
Si on a Vous des aviez un questions un doute. peu. Vous Oui, aviez un parce que doute, c'est le comme moment, hein. oui, oui, c'est ça en fait. Enfin, c'est surtout les développeurs qui se posent des questions. Oui, J'avoue, mais très ils cherchent, bien. ils cherchent des trucs. Non, non, mais il vaut mieux chercher, poser la question et avoir une réponse, Oui, non, mais du coup, que très de bien. faire Donc, des ils devs. peuvent. Non, mais du coup, le système reste le même, que ce soit Le même. une recherche d'INS par appli-carte vitale ou carte vitale ou trait d'identité. Tout On à garde fait. toutes les possibilités. Ouais. Merci. On a Alors, une main retour. levée. Ah, pardon. Oui, pardon, bonjour. Je vous en prie. Petite question toujours autour de l'appli carte vitale. Donc, on a parlé effectivement d'un paramètre qui, suivant le type d'établissement, etc., où le professionnel de santé pourrait dire je veux tout récupérer en statut récupéré. Quels sont Alors, déjà, pour les officines, quelles seraient vos préconisations? Et est-ce que, bien sûr, il y aura un paramètre, mais est-ce qu'on pourrait se permettre en tant qu'éditeur d'initialiser ce paramètre à dire je récupère tout en qualifié? Alors, typiquement, pour être complètement transparente, la position du ministère est de considérer les identités au statut qualifié. Et c'est comme ça qu'on l'a écrit dans le guide d'implémentation, dans le référentiel INS et dans le RNIV. On ne va pas à l'encontre de ce que proposent les référents identitaux, parce que c'est quand même eux les sachants en termes d'identito-vigilance. Néanmoins, nous, on considère qu'il n'y a pas de risque d'attribution d'INS et c'est notre principal risque. Qu'il manque un prénom ou pas, ça ne changera rien à la prise en charge. On est sûr que l'INS qui sera transmis par l'appli carte vitale sera la bonne. Donc, c'est pour ça que nous, ce qu'on dit, c'est par défaut qualifié. Et pour les structures qui ont des populations à risque et des activités à risque, je vous avouerai que je n'ai pas considéré l'officine comme étant à risque, mais davantage des établissements qui ont des services d'urgence, des maternités où on sait qu'il y a énormément d'usurpation d'identité. En officine, je ne suis pas sûre qu'il y ait autant d'usurpation d'identité que ça. Donc, vous pouvez effectivement, et d'ailleurs dans les REM qui vont sortir, nous, on a considéré que l'identité était au statut qualifié pour ces activités-là. Donc, Parfait. officine, médecine de ville, Très bien. RIS, LG, non, je me trompe toujours, SGL. Voilà. Très bien, ça me convient, sachant que, Je juste me pour doute. information, en interrogeant des pharmaciens, on a beau former, etc., ils font la qualification sans demander la pièce d'identité. Je dis pas tous, mais beaucoup. Donc, je pense que c'est beaucoup plus effectivement sécurisant d'amener cette INS qualifiée de la carte vitale. Donc, très bien, merci. Oui, alors vous ne me choquerez pas en me disant ça, puisque c'est une évidence. On ne peut pas avoir un professionnel derrière, enfin quelqu'un qui contrôle le professionnel derrière chaque patient qui se Tout à fait. présente. On sait pertinemment, on ne va pas se voiler la face, qu'il y a des qualifications qui sont faites de manière un petit peu sauvage. Mm. On suit, nous, côté pouvoir public, les mauvaises alimentations de mon espace santé, parce que du coup, bah, là, ça se voit. Tout à fait. Et globalement, on a plus des mauvaises pratiques de professionnels à choisir le bon patient dans leur base que de mauvaises attributions d'INS. D'accord. Donc c'est plutôt rassurant. Et effectivement, c'est beaucoup plus sûr aussi d'avoir la qualification avec l'appli carte vitale que de le faire sans document d'identité. Je vous rejoins. D'accord. Bah, merci pour votre réponse. C'est très clair. Merci. Poursuivons. Tout à l'heure, je vous parlais effectivement de l'écran de comparaison. Voilà un petit peu ce qu'on a envisagé. Après, vous avez évidemment la possibilité de laisser libre cours à votre imagination. Mais voilà, on voulait vous mettre un exemple de mise en évidence de discordance, évidemment, en prenant le cas de Suresnes qu'on a vu tout à l'heure. Et vous pouvez voir qu'on a effectivement introduit le numéro de sécurité sociale dans cet écran de comparaison.
Alors, donc, en cas de retour 0,0, donc une seule identité trouvée, l'utilisateur doit avoir la possibilité de rejeter cet INS, parce que vous savez aussi bien que moi que le téléservice INSI parfois peut jouer des tours et faire remonter la mauvaise identité, et c'est en lien avec l'architecture actuelle du téléservice, et que du coup cette identité ne correspond pas à l'usager qui prenne en charge. Donc, il doit effectivement avoir la possibilité de refuser. Mais comme vous savez aussi, on suit énormément les professionnels et les établissements sur leur taux de déploiement, leur taux de déploiement, n'importe quoi, leur taux de qualification. Il faut leur permettre de pouvoir justifier. Pourquoi pourquoi ils ont, je ne sais pas, 10% d'identités qui ne sont pas qualifiées. Donc, il faut leur permettre d'avoir ces statistiques-là et de catégoriser le motif de la non-qualification. Donc là, on a mis une liste pour avoir une certaine homogénéité dans l'exploitation de ces indicateurs. Je continue tant que vous ne me coupez pas. Alors, ça, c'était quelque chose qu'on avait déjà, mais on l'a un petit peu plus précisé. Donc, lorsqu'un utilisateur ouvre le dossier d'un patient, le système doit lancer automatiquement en tâche de fond l'opération de vérification si la qualification ou la récupération date de plus de 4 ans. En fait, vous savez que, alors ça, c'était quelque chose qui était déjà demandé en vague 1, on l'a un petit peu plus périmétré, mais on sait aujourd'hui que on a à peu près 700 000 demandes de changement de trait d'identité par an. Donc forcément, ça impacte forcément l'INS, et un patient pour lequel l'INS a été récupéré ou qualifié il y a, on va dire, 3 ans, admettons, et qui ne se représente pas, il faut effectivement qu'à l'issue de 4 ans, on a déterminé 4 ans, ça nous paraissait assez raisonnable, de faire un appel de vérification pour voir si l'INS est toujours OK ou KO. Et le cas échéant, forcément, de faire une opération de récupération si ce n'est pas le cas. De la même manière, lorsque le matricule INS est de type NIA, à l'occasion d'un nouvel événement, donc c'est effectivement la venue de la personne, de lancer automatiquement cette opération de vérification pour voir si l'UNIA est transformé en IR. Alors ça a souvent très peu d'incidence sur le matricule INS, mais ça a forcément une incidence sur l'OID. Donc voilà, ces 2 informations qui ont été précisées, mais qui étaient déjà existantes en vague 1. Alors, autre gros morceau, on a travaillé sur la transitivité de l'INS. Alors, bon, le tableau, je vous l'ai mis, mais là, il n'y a pas d'intérêt à ce que vous le lisiez de manière assidue. Il est présent dans l'ensemble des documents. En fait, l'idée, c'est lorsqu'un professionnel qui a vu le patient a qualifié son identité et qu'il transmet de la donnée de santé, et qu'il y a un contrat de confiance qui lie les deux, que le prestataire, on va dire prestataire, puisse conserver le bénéfice de la qualification de la structure émettrice, puisque ce prestataire n'a pas vocation à prendre en charge le patient. Je vous donne un exemple concret. Un établissement qui prend en charge un patient, mais pour lequel il externalise les bilans de biologie médicale. Il va transmettre l'INS au laboratoire de biologie médicale qui ne verra jamais le patient. Et du coup, ce contrat de confiance permettra au laboratoire de biologie de conserver principalement, finalement, l'étape de validation qui va lui permettre de qualifier l'identité.
Donc là, on a mis effectivement ce tableau pour bien comprendre quel comportement on attend en fonction de ce qui est présent ou pas dans la base locale du récepteur de l'identité. Et puis, on demande effectivement, mais alors c'était déjà le cas, mais encore une fois, ça a été précisé là, que le système puisse être capable d'identifier les partenaires de confiance de ceux qui ne le sont pas. Donc, typiquement, là, le laboratoire, il reçoit de manière très exceptionnelle un bilan biologique d'un établissement avec qui il n'a pas du tout l'habitude de travailler, il ne connaît pas ses pratiques d'identito-vigilance, il n'a pas de contrat de confiance. On ne peut pas conserver cette transitivité de l'INS. Par contre, il le reçoit d'un établissement. Le système doit être capable, vu qu'il aura été tagué, de dire « Ah, ce flux, je le connais, donc je peux bénéficier de la qualification de l'émetteur de la donnée. » Je continue. Là, en fait, je vous ai parlé principalement de ce qui allait être dans les REM, mais il y a tout un tas d'autres informations qui ont été précisées dans le guide d'implémentation, d'autres exigences. Donc là, je vous ai fait un petit peu une liste des principales évolutions. Donc, sur les traits d'accès à l'INS, on avait été un petit peu light, et d'ailleurs, pendant les visites de référencement, souvent, on était obligé de vous dire, non, ça c'est nécessaire, ça c'est pas nécessaire. Donc là, c'est très clair, c'est listé, donc il n'y aura pas plus de questions à se poser. Autre précision, le système ne doit pas implémenter automatiquement le nom utilisé à partir du nom de naissance. Pour la simple et bonne raison que il peut souvent être différent, donc il ne doit pas être implémenté. C'est encore une fois une façon de contraindre les utilisateurs à recueillir les traits d'identité correctement. Alors, l'utilisation de la barre multicritère avait été beaucoup discutée en vague 1. Donc, on avait des solutions effectivement qui avaient une barre multicritère qui ne permettait pas de savoir sur quel trait d'identité on interrogeait la base pour une recherche d'antériorité. Donc là, on a précisé, en fait, la barre multicritère, elle est acceptée, mais l'utilisateur doit toujours savoir sur quel trait il interroge. Si c'est sur le nom, si c'est sur le prénom. Ce qui n'était pas le cas forcément dans ce qu'on a pu voir en vague 1. Donc, on a un peu plus précisé les choses. L'utilisateur doit toujours savoir sur quel trait interroger lorsqu'il fait une recherche d'antériorité. Ça se rejoint forcément avec la précédente exigence. L'affichage d'une identité doit comporter à minima le nom de naissance, nom utilisé, premier prénom de naissance, prénom utilisé, date de naissance, sexe et statut. Là encore, on est dans la recherche d'antériorité. On avait parfois, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les tests, quand on recherchait une identité, on mettait Dupont, peu importe, et on n'avait pas le trait qui apparaissait parce que dans les éléments de retour, ce champ n'était pas sélectionné. Donc, du coup, pour ne pas avoir de difficultés, on a listé les champs obligatoires. Donc, la sélection par défaut du dispositif à haut niveau de confiance ou son équivalent permettant de valider l'identité est interdite. Là, pour être complètement transparente, on l'a vu quasi exclusivement pendant les visites sur les logiciels de gestion de cabinet, où en fait la coche j'atteste connaître le patient était pré-remplie à toute création d'une nouvelle identité, sauf que ça ne rentre pas du tout dans les clous de la procédure d'exception. Donc, on a mis une exigence pour contrecarrer ça. Ensuite, on a listé les traits d'identité qui devaient être présents sur la première page d'un document. Et enfin, dans un même domaine d'identification, il ne doit pas exister plusieurs identités numériques avec le même matricule INS
Donc ça sous-entend effectivement que s'il y a une INS qui existe déjà dans le logiciel et que une nouvelle identité veut être créée avec les mêmes traits d'identité et le même matricule, il y ait une information qui soit faite à l'utilisateur pour ne pas créer un doublon d'INS. Voilà pour ma part. Alors, il y avait quelques questions. Alors, une question assez importante, une précision sur la barre multicritère. Oui. Donc, la question est donc, on peut prévoir une barre multicritère pour notamment des recherches rapides si on laisse la possibilité d'avoir une recherche plus précise. Alors, c'est pas si on laisse. C'est, vous pouvez avoir une barre multicritère, mais l'utilisateur doit savoir sur quel champ il interroge. Je vais vous dire, on a eu des professionnels sur le terrain qui utilisaient ces barres multicritères et qui renseignaient Martin. Martin, en fait, comme vous savez, peut être un nom comme un prénom. Et en fait, il savait pas vraiment sur quel trait ça allait taper. Et du coup, il faut impérativement que l'utilisateur sache systématiquement sur quel trait d'identité. Sachant que en vague 1, dans la recherche d'antériorité, on dit que quand... Est-ce que c'est possible de couper le micro? Je ne suis pas sûre que ce soit une question. Merci. On est bien d'accord que quand on fait une recherche d'antériorité et qu'on fait une recherche sur le nom, on n'a pas besoin de préciser le nom de naissance ou le nom utilisé. Ça doit aller taper dans les deux champs. Donc, ça veut dire que dans cette barre multicritère, le professionnel doit pouvoir déterminer, là, je fais l'appel sur le nom et je pense que c'est quand même assez rapide et c'est quand même une grosse sécurité. Et ça nous évite d'avoir des mauvais choix d'identité. Et une dernière question alors, sur le contrat de confiance. Oui. Qui est, le contrat de confiance se traduira comment entre qui et sa valeur juridique? Alors, le contrat de confiance, la valeur juridique, de toute manière, à partir du moment où c'est dans le corpus documentaire qui est tagué d'un arrêté, il a une valeur forcément juridique. Après, les modalités, on est en train de travailler dessus pour proposer effectivement aux professionnels un document où ils auront juste à pré-remplir les informations qui les concernent. Mais l'idée, c'est que pour pouvoir conserver le bénéfice de la qualification de l'INS, il faut quand même s'assurer en amont que les bonnes pratiques d'identité-vigilance sont respectées. Donc, à minima, avoir quelques informations entre, comme je vous disais tout à l'heure, entre un établissement et un laboratoire. On a envisagé aussi la possibilité entre un établissement et un centre de radiologie qui serait typiquement dans l'enceinte de la structure, mais qui n'appartiendrait pas à la structure, donc pouvoir permettre cette transitivité. Mais ce qui est évident, c'est que le contrat de confiance doit se mettre en place lorsque le prestataire ne voit pas l'usager. On l'a aussi envisagé entre les IDEL, donc les infirmières libérales, qui se rendent au domicile du patient, et le laboratoire de biologie. On peut aussi l'envisager effectivement entre un établissement, alors on le voit entre un établissement, un EHPAD et la pharmacie, l'officine qui est proche de l'EHPAD. On peut tout à fait l'envisager dans ces cas-là. Je ne sais pas si j'ai été assez précise sur ma réponse. Sinon, vous pouvez ouvrir votre micro. Oui, bonjour, Kamel Saïdi, Bonjour. Novacom. Oui, parfaitement, on attend les précisions. Dans le cadre des laboratoires un peu particuliers qui reçoivent de tout le monde, enfin des gens qui font des diagnostics de sel, de cancers colorectaux, là. Ouais. Donc, ils reçoivent... On a échangé avec le laboratoire Oui. pour essayer de trouver une solution pour qu'ils puissent qualifier cette identité. Ça ne rentrerait pas justement dans ce... Enfin bon, là, il n'y a pas d'établissement de santé, là, on va dire, Ouais. puisque le labo C'est reçoit toute la difficulté.
En C'est dans fait, le pipe. on est vraiment en train de travailler avec eux parce que, juste pour rappel pour tout le monde, donc on reçoit de l'assurance maladie via un courrier qui nous invite à faire un dépistage du cancer colorectal, d'aller rechercher le kit de prélèvement, soit en officine, soit auprès de son médecin généraliste. Alors, je vais mettre de côté l'aspect médecin généraliste parce que ça peut répondre en partie à notre problématique, mais en officine. Et donc, l'officine délivre ce kit. La personne retourne chez elle et fait ses petites affaires, fait son petit prélèvement, le remet dans l'enveloppe et l'envoie directement, donc sans intermédiaire de professionnels de santé. Donc, on est en train d'explorer des pistes pour permettre qu'il y ait effectivement à une étape la qualification de l'INS. Donc, on est déjà en train de voir côté assurance maladie s'ils ne peuvent pas enrichir les traits d'identité. Et puis après, on creuse plusieurs pistes. Parce que c'est un vrai problème. Est-ce que vous avez d'autres questions? Très bien. Hugo, je te laisse la parole. Bah écoute, avec plaisir. Et surtout, un gros merci à Céline et Frédéric pour votre temps, pour votre expertise, Pas mal, hein. vu qu'il y a quand même beaucoup de questions et beaucoup de réponses aussi qui ont été données. Donc voilà, je considère que c'était quand même très utile pour vous. Donc écoutez, merci à tous d'avoir été présents pour cette session. N'hésitez donc pas à répondre à la questionnaire de satisfaction. Donc là, il y a le QR code qui vous est présenté, mais également dans le chat, j'ai pu remettre le lien pour que ça soit plus facile pour certaines personnes. Donc n'hésitez pas à y faire un tour. C'est une minute à remplir, franchement. Donc donner une note et puis faire des suggestions, des remarques sur la session ou sur de prochaines sessions, sur les thématiques d'intérêt pour vous. Donc écoutez, je vous laisserai voilà, répondre à ça. Dans tous les cas, à la suite de cela, on vous enverra donc le support, le lien du replay, et puis je vous enverrai également aussi un petit retour, donc le lien du questionnaire satisfaction si vous n'y avez toujours pas répondu. En tout cas, voilà, je pense que c'est à peu près tout pour moi. Je laisse peut-être Ouais. aussi une petite conclusion à Céline et Frédéric. Ouais, juste vous dire deux choses. La DNS a depuis deux mois à peine une page LinkedIn sur laquelle on met toutes les grosses actualités. Donc forcément, quand le corpus documentaire de l'INS va paraître, on aura une publication. Donc je vous invite à suivre cette page. Et puis, comme je dis à chaque fois que j'en ai l'occasion avec les industriels, vous avez mon adresse mail. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter. Je me ferai vraiment un grand plaisir de vous répondre. En fait, pendant les visites de référencement, parfois c'était tellement difficile de voir que vous aviez fait des développements et finalement ça ne correspondait pas aux attentes, que l'objectif c'est vraiment de ne pas vous faire perdre de temps. Donc, si vous avez des développeurs qui se posent plein de questions, n'hésitez pas à me les poser. Je préfère que vous me les posiez et que je vous apporte des éléments de réponse plutôt que de vous voir faire des développements qui risquent de taper à côté. Voilà ce que je voulais vous dire pour ma part. Je mets ma caméra parce que maintenant je vous vois. Enfin, voilà. Et merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre participation et vos questions. Et le niveau de vos questions montre que vous êtes bien approprié le sujet. Frédéric? Non, c'est rien à ajouter. Donc, merci beaucoup à tous. Merci pour la présentation. Bonne Bon après-midi. continuation. Merci pour la beaucoup. présentation. Merci beaucoup à Merci tous. beaucoup à tout le monde. Au revoir. Merci. Très bon Au revoir. après-midi. Merci, au revoir.